Bien le bonjour à vous tous. Bien, comme vous pouvez le voir, mes leçons sont disponibles avec une explication en arabe et une autre en français. Et les deux versions ne sont bien sûr publiées qu'après que je les ai enregistrées. Alors, si vous ne trouvez pas l'une des deux explications, attendez une journée ou bien deux et ce sera sur YouTube. Bon, alors aujourd'hui nous passons à une autre leçon qui est bien sûr avec vous Tawfiq Al-Ayashi. Donc notre leçon essentielle, notre plat de résistance aujourd'hui, ce sont les types de textes. Et on va voir un tout petit aperçu sur les genres de textes. Alors, nous commençons bien sûr par ces genres de textes-là. Bon, les genres, bien sûr, les genres sont multiples. Le roman, le théâtre, la nouvelle, le fait divers, la légende, l'essai, la fable et bien sûr un tas d'autres genres. Bien. Ces genres-là sont divisés en sous-parties. Ces sous-parties, généralement, on les trouve dans plusieurs genres. Donc, il y a réaliste, il y a fantastique, merveilleux, d'aventure, policier, de science-fiction. Et bien sûr, tu peux trouver un roman fantastique, tu peux trouver du théâtre, disons fantastique, tu peux trouver une nouvelle fantastique. Bien. Alors, lorsqu'on vous demande le jour de l'examen quel est le genre de texte, eh bien, vous essayez de trouver les deux, le genre et le sous-genre. Tu dis par exemple, c'est un roman policier, c'est un roman d'aventure, c'est un roman réaliste, c'est un roman à thèse, c'est un d'accord. Donc tu essayes de trouver le genre et le sous-genre, et les deux sont appelés genres. Lorsqu'on vous demande simplement quel est le genre, bien sûr, toi tu donnes le genre et le sous-genre. Oui, et la plupart du temps, le genre tout seul, le genre qu'on a là, tout seul, n'est pas suffisant. Tu ne peux pas simplement dire un roman. Il faut dire quel genre de roman. Car c'est un roman fantastique, un roman réaliste, un roman surréaliste, un roman baroque, un roman d'aventure, un roman de science-fiction, un roman d'horreur ou bien d'épouvante. Bon, bien sûr, ça rentre dans la catégorie du fantastique. Les types de textes, c'est notre leçon de base aujourd'hui. Bien, alors, pour les genres, c'est un ensemble de codes régissant un même type, un même genre de texte. Pour les types de textes, eh bien, les types de textes découlent directement de l'intention de l'auteur. D'accord ? Pourquoi écrit-il? Est-ce qu'il écrit pour raconter, ou bien est-ce qu'il écrit pour décrire, ou bien est-ce qu'il écrit pour défendre une idée, ou bien d'accord. Donc, alors c'est l'intention de l'auteur généralement qui détermine les types. Il y a certains classements dans lesquels on trouve beaucoup de types, mais le plus commun, le plus connu, les types standards, c'est 5 types. Ce sont eux qu'on va voir aujourd'hui. Bien, alors, 5 genres de types de texte se distinguent bien sûr, et il y a des personnes qui classent, qui font d'autres types. On vous dit par exemple le type dialogal, ou bien, mais généralement, ce sont les 5 types qu'il faut, d'accord, adopter. Et sous ces types, tous les autres types peuvent être classés. Bien. Alors, j'ai à faire remarquer que le mot type et le mot genre, dans la définition du dictionnaire, c'est-à-dire en français généralement, ce sont deux synonymes, le type égale le genre. Mais lorsqu'on parle d'analyse, chaque mot a une signification spéciale, pas la signification commune du dictionnaire, c'est ce qu'on appelle des terminologies. Alors, type, dans la langue française, signifie genre, mais type, dans l'analyse littéraire, ça devient une terminologie, et ça a un sens spécifique, et genre a un sens spécifique. Nous avons vu quels sont les genres, nous voyons les types, nous avons leur classement ici, d'accord, les 5. Et
On va passer à leur explication. On aura une petite page pour chacun d'eux. Alors, on a le type narratif, le type descriptif, le type informatif ou bien explicatif, le type injonctif ou bien prescriptif et le type argumentatif. Alors, j'ai écrit ici injonctif et injonctif. Excusez-moi, c'était du copier-coller. C'est argumentatif ici. Et, ah oui, j'ai écrit incitatif. Bon, c'est bien. Alors, incitatif, injonctif ou bien prescriptif, c'est la même chose. D'accord? Oui, je vous rappelle que je suis un malvoyant, je ne vois pas très bien. J'ai devant moi ici un grand écran, c'est une télévision, et malgré cela, je ne vois pas très distinctement. Au début, j'ai cru que c'était injonctif et injonctif, mais je vois que je n'ai pas commis d'erreur. Je vous ai écrit ici incitatif, donc les mots les plus communs sont injonctif ou bien prescriptif. C'est plus connu que incitatif. Bien, alors, nous allons travailler les 5 types. Bien sûr, nous les présenterons sous 3 axes. Chaque type, on va voir quelle est l'intention de ce type et quels sont les indices. Alors, nous avons le type narratif. Le type narratif, l'intention, c'est raconter. Oui, ça vient, il y a un verbe qui est un synonyme de raconter, c'est narrer. Ça vient du verbe narrer. Et ça nous donne des textes, encore des récits. Les indices. Alors, on trouve des verbes d'action qui nous montrent les événements. D'accord? Alors, dans un récit, on a énormément d'événements. Et le propre du récit, c'est que ces événements-là se succèdent. Elles ont un ordre chronologique. Une action suivie d'une autre action, suivie d'une autre action. Si on a un extrait, on n'a pas toute l'œuvre. On n'a pas tout le roman, on a une page d'un roman. Donc, dans un extrait, on va trouver des actions qui se succèdent. Mais si on a tout le roman, on a bien sûr cette succession d'actions suit un schéma qui est le schéma narratif et qu'on a déjà vu. Bien, j'ai juste à noter une chose, la succession d'actions peut être chronologique, c'est-à-dire action antérieure, puis l'action après, puis l'action après, puis l'action après. D'accord? C'est-à-dire, on a un ordre de temps. Mais on peut trouver ce qu'on appelle des analepses et des prolepses. Les analepses, ce sont les flashbacks. Et les prolepses, ce sont les anticipations, les plongées en avant. Donc, tu peux avoir, par exemple, quelqu'un qui parle maintenant, mais l'action qu'il va dire après, c'est une action qui s'est passée hier ou bien qui se passera demain et il revient à maintenant, il revient au présent. Mais, bien sûr, l'auteur nous donne des indices pour nous montrer qu'il a fait une analepse ou bien qu'il a fait une prolepse. Bien, alors, présent de narration ou bien présent historique, je ne vais pas m'attarder là, c'est toujours le présent de l'indicatif, mais ce sont des valeurs. La narration, c'est une valeur, le présent historique, c'est une autre valeur. Bien, alors, je vais avoir une petite leçon, je vais vous présenter une petite leçon sur les valeurs du présent et la différence entre le passé simple et l'imparfait. J'espère les faire dans une même leçon. D'accord? Alors, un récit, c'est raconté généralement au présent ou bien plus généralement, plus communément au passé simple ou bien au passé composé. Le passé simple et le passé composé peuvent être invertis généralement. D'accord? C'est-à-dire on peut avoir l'un à la place de l'autre. Bien. Alors, le passé simple, c'est pour un récit qui a un niveau soutenu. Et le passé simple, c'est un temps décrit. Généralement, il est très mal vu de l'utiliser à l'oral. Sauf dans des cas très spécifiques. Et le passé composé, c'est un temps d'oral. Si vous racontez une histoire oralement, le mieux, c'est d'utiliser le passé composé. Et c'est aussi, lorsqu'on raconte une histoire d'un niveau courant. Prévu pour un public très large, des gens qui ne sont pas très bons dans la langue, on leur raconte une histoire dans un niveau courant, on utilise le passé composé. Bien. Alors, présence d'indicateurs chronologiques. On a dit tout à l'heure, on peut avoir un ordre chronologique ou bien on peut avoir ce qu'on appelle
une chronologie bouleversée. On peut avoir maintenant, suivi d'hier, retour à maintenant, passage à demain, retour à maintenant, retour à l'année dernière. D'accord. Alors, c'est ce qu'on appelle une chronologie bouleversée. D'accord. Ou bien un ordre anachronologique, le contraire de chronologique. Bien, alors maintenant, ce sont les indices essentiels pour un récit, pour un texte narratif. Nous passons maintenant au texte descriptif. Nous avons le texte descriptif, il a l'intention de montrer ou bien de faire voir. C'est comme si on dessine avec les mots. Bon, je te dis un homme, tu ne sais pas comment est cet homme, mais si je commence à décrire, tu vas savoir comment. Je vais te dire un homme au visage rond, aux cheveux noirs, aux yeux d'amande, au nez aquilin, à la bouche retroussée, aux dents blanches. Bon, à mesure que je suis en train de décrire, tu es en train de te faire une image de cette personne dans ta tête, d'accord? Donc je te fais voir cette personne, je te dessine cette personne, je te montre cette personne avec un texte, avec des mots. Bien, alors pour le texte descriptif, on trouve des verbes d'état. Les verbes d'état comme le verbe être, le verbe paraître, sembler, demeurer, rester. Alors, les verbes d'état, ils permettent de décrire l'état du sujet. D'accord? Alors, et bien sûr, puisqu'ils permettent d'écrire l'état du sujet, on les utilise énormément dans les textes descriptifs. Et de mouvement. La description, on a une description statique. On décrit une personne comme si elle est prise dans une photo. Ou bien, on décrit une personne comme si elle est dans un film. Elle se déplace, elle fait des mouvements, alors on décrit le portrait de la personne, on décrit aussi sa façon, sa démarche, sa façon de marcher, sa façon de regarder, de se retourner. Alors là, c'est ce qu'on appelle une description dynamique. Et pour une description dynamique, on a des verbes de mouvement. Bien, alors, moyen de la caractérisation, on aura une petite leçon sur les moyens de la caractérisation. D'accord? Alors, les moyens de la caractérisation, on trouve dans un texte, on trouve les adjectifs, les adverbes, les relatifs, les participes passés employés comme adjectifs, les compléments de nom, les compléments circonstanciels des verbes, surtout les compléments circonstanciels, puisqu'ils permettent de décrire les circonstances dans lesquelles se passe un verbe. Donc, tous ces moyens de caractérisation sont la chose essentielle dans la description. D'accord? Donc, et bien sûr, les indicateurs spatiaux. Spatiaux sont des indicateurs d'espace, de lieu. Ici, là, sur, sous, devant, derrière. Et bien sûr, ces prépositions nous permettent d'avoir des repères spatiaux qui sont très importants dans une description, puisque dans une description, vous pouvez l'ajouter si vous voulez ici. Dans la description, on a un ordre chronologique. Il faut ordonner la description. Pour l'ordonner, on a énormément d'indicateurs spatiaux. Bien, on a l'imparfait, c'est le temps le plus utilisé. Bien sûr, si le texte est présent, ce sera le présent. Bien, mais si le texte est au passé, généralement on raconte au passé, la description c'est l'imparfait. Le type informatif, oui, il permet d'expliquer, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi explicatif. Informer, instruire, apprendre des choses. Alors, la chose essentielle qu'on retient dans un texte informatif, c'est l'objectivité. Ça veut dire quoi objectif? Contraire de subjectif. Objectif, c'est-à-dire neutre, c'est-à-dire l'auteur n'exprime ni ses pensées, ni ses sentiments, ni ses goûts, ni rien du tout. Il n'intervient pas dans le texte. D'accord? Ou bien, on peut dire plus justement, d'accord, plus judicieusement, il intervient dans le texte le strict minimum possible. Parce que généralement, il n'y a pas de texte objectif. D'accord? Peut-être qu'on va discuter de ça plus tard, mais maintenant, si on le fait, on va s'attarder. C'est pas bon pour notre leçon. Alors, maintenant,
l'objectivité et on a un lexique spécialisé. Généralement, lorsque je t'informe de quelque chose. Je t'informe par exemple sur les types de textes. Alors, lorsque je te parle des types de textes, je vais utiliser un lexique spécifique au type de texte. Je vais te dire type de texte, je vais te dire informatif, narratif, injonctif, d'accord? Donc, je vais te parler d'intention, d'indice, de type. Là, c'est un lexique spécialiste. Je te parle d'électricité, bon là, ce sera autre chose. Ce sera des électrons, des neutrons, des électropodes, d'accord? Donc, je sais pas, je suis pas spécialiste en électricité. Mais vous avez compris, je crois, ce que c'est qu'un vocabulaire technique ou bien une terminologie ou bien un lexique spécifique. Bon, l'effacement de la première personne, puisque l'auteur n'intervient pas, il n'écrit pas de jeu, d'accord? Il essaie de parler de la chose, il va vous dire... c'est pas les types de texte, ils sont, on a le type, il est, d'accord? Donc, il va utiliser la troisième personne. Bien, alors, la tonalité, c'est la tonalité didactique. Bon, si vous avez la leçon des tonalités dans ma chaîne, mais tout simplement didactique, c'est pour faire apprendre, c'est pour enseigner. D'accord? Alors, celui qui informe, il a cette intention, d'accord? Il veut t'enseigner quelque chose, t'apprendre quelque chose. Argumentatif, je crois que c'est notre dernier ou bien l'avant-dernier, je crois. Alors, maintenant, argumentatif, je crois que j'ai oublié, même pour la leçon d'arabe, je crois que j'ai oublié le type injonctif. Ah oui, car je crois que c'est le dernier que vous aurez dans cette leçon. Alors, la leçon prochaine, je la démarre avec le type injonctif. Bon, alors, c'est pour persuader. Persuader, c'est toucher une personne en essayant d'altérer ses sentiments, d'accord? De toucher son affectivité. Bien. Alors, convaincre, c'est toucher le cerveau, c'est la logique. D'accord? Bon. Ce sont deux verbes pour convaincre, mais l'un est pour les sentiments, pour toucher la sensibilité d'une personne, et l'autre, c'est pour présenter quelque chose de logique, quelque chose de raisonnable. Faire changer d'opinion. Alors, nous avons bien sûr l'articulation du texte, c'est une articulation logique. C'est pour ça, par exemple, lorsque j'ai voulu vous apprendre à écrire des textes argumentatifs, je vous ai enseigné des plans dialectiques, progressifs, concessifs et le reste. Mais bien sûr, c'est pour pouvoir articuler logiquement votre texte, parce que c'est très important d'articuler un texte lorsqu'on est en train d'argumenter. D'accord? Donc, souci de la cohérence d'un texte. La cohérence, bien sûr, c'est lorsque toutes les parties du texte sont bien rattachées l'une à l'autre et l'une découle de l'autre. Souci de la preuve et de l'exemple. La preuve, bien sûr, dans le texte, on l'appelle un argument. On trouve des arguments et on trouve des exemples. Bien. Alors, moyen de la modalisation. Les moyens de la modalisation sont tout simplement les moyens avec lesquels la personne qui parle prend à son compte ce qu'elle dit. Quand elle montre qu'elle pense cela, ou bien qu'elle est d'accord avec cela, ou bien qu'elle aime cela, ou bien qu'elle déteste cela, alors qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des verbes de pensée, des verbes de jugement, des verbes de sentiment, d'accord? Tout ce qui rattache l'énoncé à l'énonciateur comme verbe de pensée ou bien de reste. Bien, alors maintenant nous avons bien sûr la tonalité qui est la plus fréquente, c'est la tonalité rhétorique. Et rhétorique, c'est lorsque elle est utilisée lorsqu'on veut faire un discours à des personnes. Un speech. Parce que c'est très utilisé aujourd'hui le mot speech, le mot anglais pour discours. Bien, alors là, bien sûr, on cherche des phrases soutenues,
pompeuse, très touchante, qui essaie d'influencer, qui essaie de montrer la qualité intellectuelle de la personne. Et bien sûr, on trouve aussi ce qu'on appelle l'interrogation oratoire ou bien rhétorique. On trouve beaucoup ces interrogations-là. Ce sont des questions auxquelles on ne cherche pas de réponse. Ce sont des questions-réponses. La question, elle contient la réponse. On n'a pas de réponse. On a une seule réponse obligée. C'est la réponse qui est voulue par celui qui pose la question. Bien, donc je crois que... merci, bon Dieu. Donc, je n'ai pas oublié le texte injonctif. Donc, le texte injonctif, c'est pour guider, diriger, conseiller, bien sûr, pousser à l'action. Mais je crois que j'ai oublié de l'expliquer pour la leçon d'arabe. Bien, alors... l'impératif, les indices, on trouve beaucoup de verbes à l'impératif, ou bien les temps avec des valeurs de l'impératif. On peut trouver des infinitifs à valeur d'impératif. Je vous donne l'exemple. Dans un médicament, vous pouvez trouver ne pas avaler, prendre une cuillerée. Bien sûr, cet infinitif-là, d'accord, il a une valeur d'impératif. Je dis par exemple... allez, vous allez écrire la leçon. D'accord? Lorsque je vous dis ça, bien sûr, ça a une valeur d'impératif. C'est comme si je vous disais, écrivez la leçon. Bien, alors, des apostrophes. L'apostrophe, c'est lorsqu'on appelle quelqu'un. Et, oh, d'accord? Donc, c'est lorsqu'on interpelle une personne, on dit c'est une apostrophe. Verbe d'obligation, il faut, tu dois, verbe de nécessité, il est nécessaire de conseil, je te conseille de faire, de suggestion, je te suggère, je te propose de faire. Bien sûr, avec des degrés de prescription, d'accord? Lorsque je t'ordonne, c'est pas comme si je te conseille, c'est pas comme si je te suggère ou bien je te propose de faire quelque chose. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.